à tous, mesdames, messieurs. Conférence des forces vives de la nation. Le 28 février 90, les travaux des fameuses assises venaient à terme. 30 ans qu'elle aura donc vécu. La CFVN, on aura de cesse de le dire, l'historique conférence des forces vives de la nation fut un de ces événements qu'on n'oublie pas, qu'on efface point. Si en dehors de la sortie médiatique du chef d'État béninois en exercice, Patrice Talon, des manifestations officielles ont fait défaut pour marquer d'une pierre blanche ce trentenaire. L'Omerta, mesdames, messieurs, n'aura pas pris le déçu. Carnaval, séminaires, colloques, porte-à-porte et bien d'autres manifestations publiques, mais d'initiatives privées ont été observées, ça et là, afin que la mémoire ne se perde. Dans l'ensemble, la démarche aura été à un devoir de mémoire ponctué, d'un appel à la transmission aux nouvelles générations de l'héritage des acquis majeurs de la CFVN, en vue, bien entendu, de leur préservation. Conférence nationale de 90, quel héritage pour la jeunesse. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur ce plateau pour nous accompagner, oui, la fine fleur de la jeunesse, qui joue aussi un rôle non moins important, celui des veilleurs de conscience. Professionnels des médias, ils sont tous sur ce plateau aujourd'hui. Déjà, à ma droite, pour vous le présenter, il n'est non plus à présenter, mais je le fais quand même. Gilles Christ Tudy, c'est son nom, journaliste, il est analyste politique. Gilles Christ Tudy, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci d'être là. Ben, je vous en prie. L'histoire de ce pays. Voilà, justement. La nôtre, oui. En face de vous, Nassis Rissou. Il n'est non plus à présenter. Ça fait un bon moment. Il était dans l'ombre, disait. Donc, il est là, de loin. Il suit tout. Journaliste, il est également analyste politique. Nassis Rissou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Et merci aussi pour la disponibilité. Un moment historique, on voit de grandes choses. À raison de votre présence aussi sur ce plateau. Merci bien Joël, c'est un devoir. Intéressant à savoir. Alors, on le dit depuis au moins 30 ans, oui, pionnier du mouvement démocratique en Afrique. On parle ainsi du Bénin. Et imité avec plus ou moins de succès par de nombreux autres États. Le Bénin fait figure donc de modèle de transition pacifique réussie. On l'aime, on ne l'aime pas. Ceci avec ce qui peut y avoir comme de raté. Mais au-delà de tout, ce qui aurait été très ponctueux et partagé par tous, c'est ce bond de l'avant avec un passé pas vraiment très reluisant, celui d'enfants malades de l'Afrique, devenu du jour au lendemain un modèle imité par tous. Alors, j'aimerais bien vous demander, Gilles Christ, aujourd'hui, de ce modèle, que reste-t-il? Bien, très belle question. Je vois que c'est un sujet assez vaste lorsqu'on veut essayer de faire un bilan de notre trentenaire de la vie démocratique. Nous sommes effectivement à un tournant assez important. Ceux qui avaient peut-être 30 ans en 1990, à l'occasion de cette conférence nationale aujourd'hui, en 60 ans, ça veut dire que s'ils entraient dans la fonction publique, aujourd'hui, ils sont à la porte de cette fonction publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, indubitablement, irrémédiablement, nous sommes passés d'une génération à une autre, qu'on le veuille ou pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Avant de pouvoir vraiment répondre, on doit peut-être réfléchir sur ce qui nous a conduit à la conférence nationale. Qu'ils vous souviennent que dans les années 70, il y a eu un historique coup d'État perpétré par le capitaine Mathieu Kérékou et on s'est retrouvé dans un blocage à la tête du pays. Blocage que moi je qualifie de, ou bien que je scinde en 3 domaines. Le domaine économique, le domaine politique, le domaine social. On a trouvé que pour pouvoir trouver des voies et moyens pour sortir de l'impasse à l'époque, il fallait convoquer toutes les forces vives de la nation dans une même salle pour parler d'une même voix. Pas forcément d'une même voix, mais s'écouter. Il y avait des gens qui étaient hors du pays. Tout le monde a dû être convoqué pour ces assises-là. Et à l'issue de cette conférence, on a opté pour certains choix, notamment le multipartisme intégral, notamment l'alternance au pouvoir. Qu'ils vous souviennent que de 72 jusqu'à 90, Mathieu Kérékou est resté au pouvoir. Ça fait environ 17 années. Et les dirigeants à l'époque avaient pensé qu'il va falloir qu'on installe au sommet de l'État une certaine rotation. Cela signifie que c'était a priori une bonne nouvelle pour la jeunesse. C'est-à-dire que si, et puis la constitution qui avait été rédigée
quelques mois plus tard, préconisait qu'on ne puisse porter à la tête du pays quelqu'un qui a plus de 70 ans. Ça veut dire qu'on donnait la main à la jeunesse. Mais aujourd'hui, quel bilan on fait? On se rend compte que sur le plan de l'alternance, ça continue de tourner. On a peut-être des chefs d'État relativement jeunes qui viennent au pouvoir et qui laissent la main à la jeunesse. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelles conditions on se soucie de la jeunesse? Dans quelles conditions on fait des plans d'action pour montrer que on est conscient que l'avenir du pays réside dans les mains de la jeunesse? Sur ces questions-là, il reste beaucoup à dire et j'ai l'impression que, à l'arrivée, les jeunes sont les oubliés de l'histoire. Les jeunes sont-ils les oubliés de l'histoire? Quelques données que nous partagerons ensemble, mesdames, messieurs, pour ensuite retenir ce qui a lieu de retenir et aux autorités de faire ce qui doit être fait. Oui, Nassis Ressou, quel bilan ou que reste-t-il, pour poser la question de la même façon de ce modèle aujourd'hui, avant de revenir de façon spécifique sur cette jeunesse? Que nous reste-t-il de cette conférence nationale? Je nous renverrai une image. Il suffit aujourd'hui de regarder le lieu où a lieu, présenter la tautologie, et enfin, le lieu dans lequel s'est déroulée cette conférence nationale, l'hôtel PLM Aledjo. Si vous regardez aujourd'hui cet endroit, cet édifice, ce lieu symbolique, vous pouvez alors décrire ce qui reste de notre démocratie aujourd'hui. L'hôtel PLM Aledjo, qui a abrité les travaux de cette conférence nationale, est aujourd'hui en état de ruine. Et je peux dire, voilà exactement ce qui reste de notre démocratie, si on peut schématiser un peu. C'est-à-dire, l'édifice est debout, mais dans le fond, ce n'est que de la ruine, c'est-à-dire, ce n'est que de nom. L'hôtel PLM Aledjo a abrité la conférence nationale. On est allé à la démocratie. La démocratie béninoise, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Elle est aujourd'hui de nom. Mais dans le fond, ce qu'il en reste fait, je ne dirais pas pitié, parce qu'en commençant, vous avez dit cet exploit, jamais égalé en Afrique, on était pionnier, ce modèle démocratique. Mais aujourd'hui, on est à la risée de tout le monde. C'est-à-dire, cette fierté est en voie de disparition. Vous avez parlé des initiatives privées qui tentent quand même de maintenir vaille que vaille ce modèle démocratique. Et pourquoi il y a tant d'initiatives qui en parlent? Et aujourd'hui, pour cet anniversaire, il y a un manque d'engouement au niveau central, au niveau des dirigeants, des gouvernants, par rapport à cette démocratie dont on parle. Oui, d'abord, avant de venir à la question de la démocratie, puisque vous avez ouvert la fenêtre, je m'y engouffre. Oui, pour ce trentenaire, on a eu comme l'impression que ça a été beaucoup plus la chose d'organismes, de structures privées, l'État central, en dehors de la figure emblématique, charismatique de l'État central, qui s'est prononcé, on a suivi, il n'y a pas eu de manifestation autre mesure. Comment vous l'expliquez? Vous savez, symboliquement, le chef de l'État, le 19 février, a fait une sortie médiatique par rapport à cette conférence nationale. Hélas. Pourquoi je dis hélas? Parce que pour le chef de l'État, puisque on parle de l'État central, on parle d'organisation d'envergure nationale autour de la conférence nationale qui manque, mais il n'a trouvé que d'acquis par rapport à cette conférence que les tests, la loi, les lois qui nous ont permis d'aller à la démocratie. C'était de ses propos, c'est-à-dire quoi? Il n'a d'acquis que les tests. Hélas, voyez comment aujourd'hui on a fafouillé dans les tests, voyez comment on a violé cette conférence nationale, a violé cette constitution, comment on l'a révisée. Quand vous prenez tout ça, il y a de quoi ne pas être fier pour dire qu'on célèbre. Et je dis Dieu merci qu'il n'y a pas eu de manifestation. Je dis Dieu merci, peut-être pas ironie, qu'il n'y a pas eu de manifestation d'envergure pour célébrer une hypocrisie. Parce que si aujourd'hui, je trouve ces acteurs qui nous gouvernent dire, mais ils l'ont dit, certes, que par rapport aux 60 ans, ou bien ils vont faire les deux événements ensemble, c'est-à-dire les 60 ans d'indépendance et les 30 ans de démocratie. J'en ai ri. Ce serait une hypocrisie simplement parce que jamais notre démocratie n'a été décriée depuis les années 90.
Jamais. Aujourd'hui, le pluralisme politique est en difficulté. Les libertés fondamentales sont en difficulté. La séparation des pouvoirs en difficulté. Beaucoup de ces acquis. Et donc, c'est pourquoi je trouve triste quand il dit que pour lui, il n'a que d'acquis que les tests. Mais ces tests-là, avec lesquels on s'est amusé, je dirais. Manifestation officielle, pouvoir raison. A raison, bien sûr. Aujourd'hui, si on en est à vraiment revisiter un peu ce passé, c'est le fait de beaucoup d'initiateurs, mais sortant du domaine privé. Et la société, c'est un tout. Ça, il faut le saluer. Ce que l'État n'arrive pas à faire, les citoyens doivent pouvoir le faire. De ce point de vue, il faut saluer ces initiatives-là. Mais quelle étude peut-on faire? Est-ce que ça a vraiment un sens, une portée? Oui, ça a forcément un sens dans la mesure où, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, lorsque l'État s'arrête à des moments donnés, il faut que les initiatives naissent de part et d'autre. Vous voyez, Narcisse a peint tout à l'heure le tableau actuel de la démocratie, c'est-à-dire à la question de savoir ce qu'il en reste. Il a dressé un tableau non reluisant. Et je voudrais vraiment qu'à cette occasion-là, un 28 février, que l'on puisse réfléchir effectivement sur d'où nous venons et là où nous allons, sur le plan des pratiques démocratiques. On a opté pour, on va dire, la liberté d'association, les libertés d'expression, etc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a écouté le chef de l'État. Vous voyez, pourquoi Patrice Talon, le président de la République du Bénin, a jugé nécessaire de s'expliquer? Parce qu'il a constaté que, avec toutes les décisions qu'il a dû prendre, toutes les actions qu'il a posées, l'ont rendu presque incompris, ou peut-être comme un chef d'État qui est venu remettre en cause tous les acquis de la conférence nationale. Et il a dû se trouver dans l'obligation de venir s'expliquer. A-t-il convaincu aux citoyens de pouvoir répondre chacun à son niveau? Regardez un peu sur le plan de l'animation de la vie politique. En 1990, lorsqu'on disait on opte pour le multipartisme intégral, c'est parce qu'on sortait d'un système de parti unique, le PRPB, où on a fait l'expérience amère de ce que on ne peut pas dans un État tous penser de la même façon. On se retrouve peut-être en 2019 à dire oui, on a opté pour ça il y a 29 ans, mais constatez que nous avons, selon les chiffres officiels évoqués, plus de 230 partis politiques. Donc réformons. On a dit réformons, on réforme. Première élection après, on constate qu'à l'Assemblée nationale, sur 83 députés, nous avons 83 députés qui soutiennent les actions du chef de l'État. Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est ça ce qui a certainement amené le chef de l'État à devoir s'expliquer. Deuxième point, lorsqu'on dit nous optons pour les libertés d'association, ça a consacré la naissance des associations syndicales à partir de l'université déjà, où vous avez les confédérations et centrales syndicales qui sont libres dans leurs revendications, dans les mouvements de protestation. On a vu des acteurs qui sont les artisans de ces luttes-là pendant des années. Et aujourd'hui, on trouve que c'est mauvais. Regardez un peu l'image de la France. Un État que nous envisageons copier, ou que nous copions très souvent. Le président Emmanuel Macron, en 2019, même jusqu'à présent, souffre dans les mains des Gilets jaunes. Est-ce qu'on dirait que la France est un pays de l'anarchie? Parce que les gens manifestent tout le temps. Et qui arrive peut-être à contraindre l'État à se rétracter parfois sur certaines décisions. C'est ça aussi les libertés, c'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas empêcher, et ça ne vous a pas échappé, que ce soit la France, les États-Unis d'Amérique, des grandes puissances, qu'il y ait des mouvements de grève qui embrassent tout le pays et qui paralysent le fonctionnement de l'État. Ça amène l'État, l'exécutif, à se poser la question de savoir, mais est-ce que je veux faire le bien d'un peuple sans son consentement? Rappelez-vous qu'en 1990, le 28 février justement, à l'occasion du discours, du rapport général, le professeur Albert Tevoidre disait « Nous avons fait l'expérience selon laquelle tout pouvoir livré à lui-même devient fou. » Cela signifie qu'il faut des associations de la société civile, des institutions de contre-pouvoir, pour chaque fois ramener l'exécutif à la raison, pour chaque fois lui dire « Attention, il y a feu jaune, feu rouge, etc. » Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? À chacun de faire le bilan. C'est pour ça que moi, je dresse un peu le tableau pour montrer que si les gens en arrivent aujourd'hui à ne plus forcément, je veux dire, au sommet de l'État,
à ne plus faire des manifestations festives pour commémorer cette démocratie, c'est qu'on a dû réaliser honnêtement que tel que l'État était de 90 jusqu'à 2020, ou jusqu'à 2019 au moins, l'État n'est plus le même aujourd'hui. On a posé une question au président de la République récemment. On lui demandait, mais est-ce qu'il ne constate pas que les libertés, il y a des difficultés sur le plan des libertés, que les gens ont peur? Et il répondait qu'ils ont peur certainement de faire quelque chose qui est interdit et que les libertés ne sont pas embrigadées. Mais regardez aujourd'hui en 2020 où nous sommes, où un jeune journaliste se retrouve en prison pour 18 mois ferme, juste pour avoir fait des tweets, avoir rapporté des propos d'une personnalité et qui dit qu'on a sorti ces propos du contexte, de leur contexte. Après, lorsqu'on rend public les propos, vous faites un peu la comparaison, vous vous trouvez dans des situations, vous réfléchissez beaucoup, vous dites, mais est-ce que ce qui lui est reproché est vraiment objectif? C'est pour ça que je dis, vraiment, il y a beaucoup d'indicateurs qui font dire, effectivement, même à la communauté internationale, que nous régressons sur le plan des libertés, de l'expression. Récemment, moi j'ai écouté Reporters sans frontières qui attirait vraiment l'attention, qui tirait sur la sonnette d'alarme. Le 20 février 2020, il y a le procès en appel de ce journaliste-là dont je parle, pour que, effectivement, ça aboutisse à sa libération. Il faut vraiment que les gens s'arrêtent à un moment donné pour objectivement se demander, oui, il faut qu'on se développe. Parce que c'est l'argument que le chef de l'État avance, c'est convaincant. Il faut qu'on se développe. C'est vrai. Quelle est cette démocratie qui ne nourrit pas son homme? Je suis d'accord. Mais dans le même temps, vous ne pouvez pas nourrir quelqu'un en l'enchaînant. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire le bien d'un peuple sans son consentement. Peut-être le peuple n'est-il pas très mûr, mais il faut qu'on évolue à sa vitesse. Et c'est pour ça que, pour peut-être finir, je dirais que nous avons fait des choix très difficiles qui aujourd'hui, à l'occasion de ce trentenaire, ne font pas du Bénin un pays qui était le Bénin de 1990. Et il faut que, objectivement, chacun se mire dans cette démocratie actuelle, si on peut continuer à le dire ainsi, pour se demander où est-ce qu'on va fondamentalement. Où est-ce qu'on va? Pour le savoir, pour bon nombre de concitoyens, il faut savoir avec exactitude d'où l'on est parti. Chacun d'entre vous ici a essayé de faire l'exercice d'où on est parti. Au-devant de ces initiateurs qui pensent qu'il faut rappeler aux Béninois l'histoire de leur pays, figure en bonne position le clergé. Devoir de mémoire, disent-ils, mais aussi transmission aux nouvelles générations de l'héritage des acquis majeurs de la conférence Nassis. Pourquoi cette fixation d'après vous? Le clergé a fait sa sortie, on a suivi, mais cette insistance, transmission de l'essentiel des acquis majeurs à la nouvelle génération. C'est important, c'est très très important. Vous savez, déjà, si nous avons pris l'habitude de méditer notre hymne national, nous devons prendre conscience quand nous posons certains actes dans ce pays. C'est-à-dire le devoir de construire pour les générations futures. On dit dans l'hymne que nos aïeux se sont battus pour nous laisser un héritage que nous devons transmettre à la génération future. Oui, mais quand on parle ici, tout porte aussi à croire que la jeunesse a été mise en rade. Ah oui. Oh, on l'a vu, même aux affaires, il y a la jeunesse. Non. Même à l'heure où nous parlons, la jeunesse est aux affaires. Vous savez, je fais des escales pour rapidement dire que ceux-là qui étaient à la conférence nationale, nos pères, qui ont été les acteurs de la conférence nationale, ont trahi leurs enfants. Expliquez-vous. Vous savez, il y a une vidéo que j'ai publiée dans laquelle il y a Guillaume Atiobé, syndicaliste, qu'on a connu, très battant dans ce pays, qui, les mains tremblantes, parlait de la liberté d'expression. Oui. Aujourd'hui, il est où? Même si ce n'est pas son fils de sang. Ignace Sossou, enfermé abusivement. Qu'est-ce qu'il en dit? Lui, aujourd'hui, qui est nommé pour jouer aujourd'hui des rôles auprès du pouvoir, enfin, président du dialogue, médiateur du dialogue social, quelque chose du genre. Il est où? Lui qui, en 90, les mains tremblantes, parlait de la liberté d'expression, soulevait le cas des journalistes. Vous voulez dire que ceux qui se sont battus hier, tous ont oublié aujourd'hui le combat qu'ils ont mené? Exactement. D'où la question. C'est peut-être une impression que vous avez. Non,
Il y a les exemples sont légion. C'est ce travail. Les exemples sont légion. Bon, allez-y. Adrien Humbedji, Oui. président de l'Assemblée nationale, 8e législature, Oui. sous qui les lois que nous avons appelées, ou bien que nous appelons liberticides, ont été votées dans ce pays du jamais vu. Alors lui, je l'ai dit une fois sur ce plateau, qui a quitté ce pays en serviette et qui est revenu à la conférence nationale, il n'a pas pris conscience de ce passé. Et le jour-là, il disait qu'il est venu sans rancœur. Il a pardonné. Il veut tout donner à son pays, repartir à zéro, oublier les douleurs d'hier. Pourquoi ce qu'il a donné à son pays, il a repris de cette façon-là? Vous pensez qu'il a repris? Mais il a repris. Il n'était que président. Il n'avait qu'une seule voix. Vous l'avez suivi. À l'Assemblée nationale, l'histoire de ces tests-là, voté. Attention. Il n'a qu'une seule voix. Attention, Joël. Là où nous devons faire attention en tant que président de l'Assemblée nationale, il a cautionné des choses pas possibles. Vous pensez? Bien sûr que oui. Et c'est bien triste aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, les pères ont trahi leur fils. C'est tout comme s'ils sont en train de leur dire, et nous avons fait notre lutte, nous en avons gagné les fruits, nous les avons mangés, nous les avons finis. Faites votre lutte vous-même aujourd'hui. Je vous interromps pas, mais je suis en même temps tenté d'interroger Gilles Christ. Est-ce que votre vis-à-vis ne fait pas un peu trop? C'est la raison, j'ai invité la jeunesse parce que, oui, à travers les messages qu'on a vus ces temps-ci, c'est la jeunesse. Oui. Et le clergé a pris le devant particulièrement. C'est vrai, elle est le fer de lance de développement. Mais alors, quand la jeunesse elle-même dit ce que nous avons entendu là, Gilles Christ, vous pensez vraiment que les pères ont trahi cette jeunesse? Non, les pères l'ont peut-être trahi. Moi, je ne voudrais vraiment pas personnaliser le débat. Je ne dirais aucun nom. Okay. Parce que, bon, ça va au-delà de cette tête-là. Mais lorsque vous voyez un peu les préoccupations centrales à la conférence nationale, on a très peu évoqué les jeunes. On a beaucoup plus parlé de la politique. Et c'est la grosse erreur que le Bénin a dû commettre pendant ces années. On a fait l'erreur de croire que, avant que vous puissiez être considéré dans la société, il faut être un homme politique. Pourquoi doit-on croire qu'avant d'être respecté dans sa famille, dans sa belle famille, dans son environnement, il faut être un homme politique? C'est la grosse erreur qu'on a commise. Et vous vous retrouvez, après, des années après, moi j'ai entendu sous le régime de Boni Ayi, on a dit, les jeunes ne sont pas prêts pour travailler. Et que donc il faut prolonger un peu l'âge de service des vieux qui sont dans l'administration. C'est une aberration. Mais après, lorsqu'on finit de le dire, à qui la faute? Est-ce que c'est toujours la faute? Est-ce que c'est toujours la faute de cette jeunesse-là? En partie, oui. Mais en grande partie, non aussi. C'est à ces années-là qui, à des moments donnés, ont dû se dire, bon, vous n'êtes pas invité, hein, ici c'est la cour des grands, c'est la cour des grands. On a tout le temps mystifié certaines choses et à l'arrivée, on se retrouve à quitter peut-être la scène sans préparer la relève. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous voyez, par exemple, l'animation de la vie politique, où normalement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des jeunes au pouvoir, mais combien de jeunes sont vraiment au pouvoir et se préoccupent de l'avenir de leur père jeune? Vous ne trouverez pas. Nous avons, sur le plan politique, disais-je, une race de jeunes qui adorent se faire manipuler. Et c'est ça, c'est une nouvelle tendance. Vous dites? Qui aiment se faire manipuler, qui sont friands Je rappelle de que se faire... la manipulation, ça faisait partie, quand on revisite ce rapport, des éléments que les pères fondateurs Oui. ont relevés Oui. et dit qu'il faut combattre à tout prix. Oui. Et Vous dites aujourd'hui que c'est revenu Oui, et c'est en plus grand. que présent En grand. et que la jeunesse va s'y abreuver aussi. justement, et vous voyez, je vais donner un exemple. Il y a un mot en vogue depuis quelques années, les clébés. Lorsque vous entendez ça, Ça signifie pour nos ça téléspectateurs qui signifie, ne comprennent pas. merci beaucoup, ça signifie, c'est un terme vulgaire qui signifie juste propagandiste, c'est-à-dire esclave mental. Autrement dit, vous voyez ça, tout bord confondu, hein, moi je ne fais pas de la fixation, vous voyez ça, et de la mouvance et de l'opposition, des jeunes qui se départissent de leur propre personnalité, de leur propre conviction, pour arborer ou se vêtir du manteau d'un prétendu homme politique, véhiculer lui ses idées et peut-être même se faire manipuler pour combattre quelqu'un d'autre, l'injurier. Vous voyez parfois des jeunes qui s'en prennent des personnalités vertement sur des réseaux sociaux. C'est quel type de jeunesse ça? Et vous voyez parfois, même dans les médias, où on a vu il y a de cela quelques années, certains jeunes qui disent honnêtement, nous sommes les fous du roi. Et
Bon, on le dit ainsi. Mais là, le sujet, c'est comme si vous m'obligez à revenir sur l'un des mots de votre vis-à-vis. Est-ce que les peines n'ont vraiment pas trahi? Parce que je me rappelle, on est jeune, mais on a vu des choses. Oui. Je me rappelle de ces premiers pas qu'on faisait là. Impossible de regarder un aîné droit dans les yeux, qui plus est l'injurier. Oui. Que cette jeunesse se bombe les torses aujourd'hui et arrive à injurier vertement un aîné. C'est pour ça que je dis. Facile. C'est pour ça que je dis. Les aînés ont failli à leur mission d'éducation et surtout d'initiation de la jeunesse. On a montré pendant tout le temps que pour pouvoir être considéré, je l'ai dit, il faut un homme politique. Je donne un exemple très actuel. Oui. Nous avons des élections municipales, communales, locales le 17 mai 2020. En prélude à cette élection, qu'est-ce qu'on a entendu? Pour pouvoir retirer le certificat de résidence, c'est gratuit. Pour pouvoir légaliser toutes les pièces dans le cadre de la constitution des dossiers pour cette élection, c'est gratuit. Cette semaine encore, le gouvernement décide de rendre gratuite la délivrance des quitus fiscaux. Ça veut dire quoi? Dans le même temps, lorsque vous vous faites élire pour être maire, vous ne voulez pas travailler gratuitement pour l'État, vous aurez un salaire. Mais comment se fait-il que celui-là, qui aura un poste politique, pour avoir un salaire, qui même viendra détourner nos sous encore, vous voyez un peu les actes de corruption qu'on note pas, ça et là, ben, c'est une parenthèse. Comment se fait-il qu'on favorise encore, qu'on caresse dans le sens du poil cette catégorie de personnes, alors que dans le même temps, le même État vient de lancer un concours de recrutement? Vous n'entendrez jamais, on va dire, pour pouvoir déposer les dossiers, pour aller à un concours, il faut prendre toutes les pièces gratuitement. Vous n'entendrez jamais ça. Bien au contraire, vous légalisez toutes les pièces rigoureusement. Parfois même on dit on ne veut pas de légalisation au commissariat parce que, vous voyez, au commissariat par exemple, c'est parfois 250 francs, dans les mairies 500 francs, etc. Vous devez tout légaliser. Vous payez parfois des quittances de 10 000, de 5 000 francs CFA. Et si on dit par exemple qu'on veut recruter 12 personnes, vous verrez au moins 5 000 personnes qui vont postuler au même poste. Récemment, on a dit concours de recrutement dans l'armée. Vous avez vu l'affluence? On a dit recrutement tout à l'heure, enfin, il y aura encore recrutement au profit du ministère de l'économie et des finances. On ne rendra jamais gratuite la délivrance des pièces. Comment cela se fait-il que dans le même temps, on continue de porter au pinacle les hommes politiques? Et tout le temps, ce sont toujours les hommes politiques qui sont considérés, qui sont choyés. On continue de faire les mêmes erreurs et on oublie que le fer de lance de ce pays, l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Je l'ai dit, ceux qui avaient 30 ans en 1990 ont 60 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 35 ans ont 65 ans. Alors, en 2020, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, dans 20 ans encore, ils auront 50 ans. Cela signifie que, irrémédiablement, le pays sera dans les mains de ceux qui sont là aujourd'hui. Mais qu'on forme mal, qu'on n'initie même pas. Donc, les clubs que vous dites là, c'est justement ça, et c'est pour ça. Qui auraient perdu leur identité pour diriger le pays. Et ceux-là, parce que je parlais tout à l'heure de ceux-là, c'est une race de jeunes qui, manifestement, ne veut même pas montrer que nous sommes des jeunes, nous prenons conscience de notre destin. Non, ils sont là pour se faire manipuler. Alors là, c'est malheureux. Assis, le clergé aurait-il vu alors juste le danger venir? Évidemment, parce que d'abord, la conférence, nos pères, ils ont omis d'enseigner l'histoire du pays, c'est-à-dire avant la conférence nationale à cette génération que nous sommes, c'est-à-dire les enfants de 90 à aujourd'hui. C'est des gens qui n'en savent rien. Ils ne connaissent pas l'histoire de Luc Tobadja. Ils ne savent pas c'est qui Luc Tobadja. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas que des gens sont perdus leur vie pour qu'eux, ils puissent dire ce qu'ils disent. Ils peuvent aller, ils peuvent créer des associations. Ils ne savent pas que des gens sont versés leur sang. Ils ne savent pas que des gens sont perdus leur vie avant qu'on en vienne à la conférence nationale. Il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes dans les écoles, les étudiants. Donc, c'est des gens qui n'ont rien de tout ça. Donc, si aujourd'hui, vous leur demandez, attention, tu ne sais pas que tu es en train de perdre une liberté fondamentale avec ce que tu fais là, avec ce soutien que tu apportes aveuglement à telle personne, associé à tels actes, tu ne sais pas que c'est un danger pour toi-même et pour l'avenir, pour tes enfants. Il n'en sait rien. Donc, il y a obligation aujourd'hui que, par ces initiatives, surtout prônées par l'Église, qu'on revienne à dire aux jeunes, voyez, d'où nous sommes venus, là où nous sommes, là où nous voudrions aller. Et je voudrais dire, c'est vrai qu'on a peint un peu la démocratie en noir, mais ce n'est pas quand même criminel. C'est-à-dire quoi, ce n'était pas la fin du monde. On n'a pas tant réussi la pratique démocratique, mais la démocratie, c'est une quête permanente. Et de 90 à aujourd'hui,
Nous sommes en réalité venus à un carrefour où il était question de nous asseoir encore les forces vives de la nation pour faire le point, pour évaluer les failles et dire quelles sont les voies qu'on doit prendre pour demain. Quand il y a un dialogue national, il faut encore s'asseoir, Narcisse. J'espère bien que c'est ironique, parce que c'était une supercherie. Ça, ce n'est pas dialogue, c'est dialogue politique et non un dialogue national. Et ce dialogue politique avait un objectif à atteindre, et ça a atteint son objectif tout de go. C'était pour aller réviser la Constitution. Et c'est fait, et de cette manière-là. Mais asseoir les forces vives de la nation pour dire, nous avons fait un parcours de 30 ans, évaluons les forces et faiblesses de cette démocratie, c'était encore possible. Mais pourquoi on n'a pas voulu prendre par là? Mais pourquoi on a voulu saccager du coup? Ça ne nous a pas nourris. C'est comme on dit chez nous, et je vais le dire en français après, une femme a mal dansé et dit que c'est à cause de ses seins. Si la démocratie ne nous nourrit pas, ce n'est pas à cause de la démocracie, mais c'est à cause de nos pratiques, de nos comportements, que nous devons revoir, nous asseoir pour dire, bien attention, nous sommes en démocratie, nous avons une culture démocratique, mais il ne nous faut pas tel comportement. Faisons des tests de nouveau pour cadrer tel comportement. Mais quelqu'un se lève comme le plus intelligent, il dit, c'est moi qui invente les lois maintenant, et il dit, il gouverne par idéologie. Nous sommes tombés là. Oui, je voudrais dire à ce sujet-là, on ne peut pas dire que l'objectif du dialogue politique, c'était d'aller réviser la Constitution. On ne peut pas préjuger de cela. On n'a aucune preuve pour le dire. Deuxième chose, on ne peut pas aussi dire... Non, s'il vous plaît, on ne peut pas aussi dire que l'objectif des gouvernants actuels, c'est tout de go de saccager les acquis démocratiques. Ils sont en train de poser des actes et nous sommes en train de faire un parallélisme. Peut-être sont-ils en train de commettre des erreurs sur le parcours, peut-être de bonne foi. Peut-être de bonne foi, mais moi je ne voudrais pas le faire un procès d'intention. Ce que je voudrais aussi dire, lorsqu'on parle de démocratie tout le temps, est-ce que nous avons parfois réfléchi nous-mêmes pour se demander, mais finalement, si on dit démocratie, jeunesse, avenir du pays, homme politique, est-ce qu'on est arrivé à s'asseoir à un moment donné, si tant est qu'on a constaté que la démocratie ne nous nourrit pas et qu'on sait que le pays réside dans les mains de la jeunesse, est-ce qu'on s'est assis pour se poser la question, quelle nouvelle politique adopter pour pouvoir aider cette jeunesse-là à aller de l'avant? Alors, à la question, vous-même, vous répondez quoi? Est-ce qu'on s'est assis pour se poser la bonne question? Pourquoi cette jeunesse peine à trouver ses marques, ses repères, et donc s'assumer, et ensuite drainer le pays là où il doit aller? Malheureusement, moi, je n'ai pas vu d'événements officiels, peut-être à l'allure d'un dialogue national, une conférence nationale exclusivement réservée au sort du pays et à la jeune génération. Je vais vous donner un exemple. Prenez un peu le Bénin aujourd'hui sur le plan éducatif. Oui. Regardez le système éducatif béninois avec les jeunes qui sortent de nos lycées. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a sa licence dans une filière et n'est bon à rien. Il a son diplôme, mais il ne peut servir à rien. Pourquoi? Parce qu'on l'a formé dans un moule où il se retrouve diplômé, mais sans avoir de la place pour travailler. Deuxième chose, on le forme parfois dans des filières caduques, inutiles pour le pays. Il y a des filières à l'université, vous avez envie de vous demander, ça va servir à quoi dans notre environnement? Ce n'est pas que la filière est inutile tout de go, mais dans l'environnement béninois, ça va servir à quoi? On n'a pas réfléchi à ça. Vous allez au cours secondaire, vous voyez des jeunes apprenants qui ne peuvent pas tenir 30 secondes devant vous dans la langue française. Si on décide de parler la langue nationale... Vous n'exagérez pas 30 secondes? Joël Yetonji, je vous dis la vérité. Parfois, je discute avec la plupart de ces jeunes, je leur demande, mais aujourd'hui, vous avez parfois le baccalauréat, vous ne pouvez pas tenir une minute en français. Dans 20 ans, quelle langue parlera-t-on au Bénin de façon officielle? C'est une grosse question à laquelle on n'a pas le temps de répondre. Et c'est pour ça que tout le temps, lorsqu'on fait des réformes, oui, c'est les hommes politiques tout le temps. Regardez, on a dit, on révise les pratiques politiques. On va toiletter le code électoral, la charte des partis politiques. Les hommes politiques ont dit oui, c'est trop dur, les conditions ont été faites pour faire. On finit de faire ça, on retourne à l'Assemblée pour revoir les textes, pour les aménager selon leur volonté. Mais pourquoi on ne réfléchit pas pour dire, après avoir par exemple réfléchi pour installer, je ne sais pas, les réformes au niveau du système éducatif,
Pourquoi ne retourne pas? Je prends par exemple le cas de l'encadrement des droits de grève. Pourquoi ne se demande pas, mais c'est trop dur à supporter pour les travailleurs, retournons pour revoir les tests? Jamais. Et c'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai, il y a des pas qui se posent. On a installé le Conseil national de l'éducation. Je veux croire que ce conseil va détenir la clé magique qui puisse vraiment corriger le tir. Parce que sinon, cette jeune génération qui pousse là, c'est vraiment un danger pour le Bénin. Alors, voulez-vous dire que si cette jeunesse aujourd'hui est à s'interroger en permanence sur sa pitance, ce n'est pas forcément la faute à la démocratie elle-même, mais plutôt à ceux qui sont appelés à la manœuvre. C'est ça, vous avez tout résumé. C'est justement les décideurs qui, même vous voyez, parfois vous leur posez la question à eux. Qu'est-ce que la démocratie? Chacun vous répond selon lui, son école. Ce n'est pas leur faute. Mais même aussi sur cette question-là, on peut faire des jours de débat là-dessus. Qu'est-ce que la démocratie? Regardez un peu le système, je l'ai dit ailleurs. Regardez le système de la Grande-Bretagne. L'homme fort de la Grande-Bretagne, c'est le Premier ministre. Et regardez après le système américain, où l'homme fort, oui, c'est le président de la République, mais qui ne tire pas sa légitimité du suffrage universel direct. Ils ont un système des grands électeurs. Qui vous dit que les grands électeurs manifestent en eux la volonté populaire? Mais est-ce que c'est ça la démocratie? Regardez en Allemagne, où c'est la chancelière ou le chancelier qui est l'homme fort du pays, qui décide de tout. Mais est-ce que c'est ça? Alors qu'ils ont un chef d'État, est-ce que c'est ça la démocratie? C'est pour ça que même sur le débat de qu'est-ce que la démocratie, on va réfléchir, on va épiloguer dessus des jours durant. Il faut aller à l'essentiel. Voilà. Et c'est pour ça que moi, l'expression de l'autre. C'est ça. Mais en étant pragmatique, la jeunesse, elle est où dans tout ça, dans tout ce débat qui se mène? Oui, nous ne sommes plus à l'étape où il faut cajoler les choses. Je le dirais à Gilles Christ, non. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays. Depuis 90, et je l'ai dit. On a vu des lois votées à l'Assemblée nationale, par exemple, prendre le code pénal, à 2h30 du matin, avec 14 députés. Et vous voulez qu'on cajole pour dire qu'on ne sait pas, on n'est pas en train de saccager? On a vu une Cour constitutionnelle valider une criette créée qui est revenue après. Non, on a vu des aberrations. Et on continue de voir. Donc, si on est là à vouloir cajoler, à ne pas appeler chacha, nous allons toujours baigner dans cette hypocrisie-là. Il faut commencer aujourd'hui par indexer les acteurs pour que chacun se sente responsable, pour que cette jeunesse qui doit s'indigner, qui ne s'indigne même pas, puisse savoir que cette pratique, elle est mauvaise et que tel que fonctionne telle personnalité, ça ne correspond pas à nos lois, à nos textes. Si nous ne disons pas les choses telles que nous devons les dire, nous allons rester là, toujours, et tourner en rond. Maintenant, vous posez la question de savoir quelle est la part de cette jeunesse et qu'est-ce qu'elle doit faire. Vous savez, nous devons, il a soulevé un problème qui est fondamental. On a oublié totalement ce qu'on appelle l'éducation dans ce pays. Non. Vous ne l'avez pas dit qu'on a totalement oublié. Peut-être qu'elle est en souffrance, l'éducation. On a oublié ce qu'on appelle l'éducation. Qu'est-ce qu'il fait dire qu'on l'a oublié? Vous savez, on a quitté la période révolutionnaire pour venir à la démocratie. Mais on a oublié de tirer profit de cette période-là. Nous avons fait éveiller, nous avons fait les civils, les leçons de civisme et autres. Aujourd'hui, plus question dans nos écoles. Et aujourd'hui, constatez avec moi que les parents aussi démissionnent pour plusieurs raisons d'ordre. Pardon. J'en viens à dire quoi? J'en viens à dire, là où nous en sommes, il nous faut repenser l'éducation, fondamentalement. C'est le grand mal dont souffre le Bénin. Oui, parce que si, au niveau de l'éducation, on rappelle aux enfants ce qu'est une démocratie, ce qu'est la patrie, ce qu'est l'intérêt général, ce qu'est le bien commun. Je crois que quand on aura ce gendarme dans la tête, on ne serait pas là à faire ces comédies sélectives, punitives pour des détourneurs. Non. Ok. La tête est-elle vraiment en souffrance au Bénin? Oui, la tête est en souffrance. Plus que le corps. Bon, c'est tout l'ensemble qui souffre. Mais vous savez, il y a un homme politique très célèbre qui dit que le poisson pourrit par la tête. Et je ne vais pas le contredire à partir d'ici. Donc, je voudrais dire par là que, oui, il faudrait vraiment que nous puissions nous asseoir des moments donnés pour réfléchir sur le destin de ce pays. Pour savoir qui formons-nous exactement et à qui voulons-nous confier ce pays. Est-ce que c'est à ces jeunes-là
qui sont prêts à pianoter sur les téléphones toute la journée parce que oisifs, pour s'en prendre à telle personnalité, contrairement à nos coutumes, pour tout le temps, peut-être, je l'ai dit encore, se laisser manipuler contre des miettes. Est-ce que c'est ça? Il y en a qui le font par instinct de survie. Je ne leur en veux pas. Lorsque vous savez que vous êtes au bord du gouffre, soit, mais à des moments donnés, vous pouvez le faire pour trouver un échappatoire et vous défendre. Chacun doit avoir sa personnalité. Et si vous avez cette jeunesse-là qui ne s'indigne pas, qui n'a pas appris à se révolter sur le plan positif, je veux dire, on n'a pas appris à se révolter sur le plan positif. Et Thomas Sankara disait... Et stimuler cet éveil. Bon, ça doit aussi partir, difficile de le dire, mais ça doit aussi partir des petits leaders de jeunes qu'on a commencé à voir au sommet de l'État. Vous avez parfois dans le gouvernement quelques jeunes. Que font-ils pour les jeunes? Quel apport viennent d'eux pour l'émancipation, pour la compétence, la qualité de cette jeunesse? Et le véritable problème, il n'y a pas de repère aujourd'hui pour la jeunesse. La jeunesse n'a plus de repères, c'est difficile. Il y en a, ce n'est pas que ça manque, mais tellement ils sont étouffés qu'on attend beaucoup plus les voix. En termes d'héritage pour la jeunesse, qu'avez-vous envie de dire et en même temps vous concluez? Héritage pour la jeunesse, dans quel sens? Héritage pour cette marche qu'on a connue? Héritage, c'est-à-dire il faut que cette jeunesse puisse savoir quand on est libre, on peut beaucoup. Mais quand on perd sa liberté, on devient l'esclave des autres. Merci beaucoup, oui. J'ai noté quand même quelques points positifs qu'on peut essayer de capitaliser. Par exemple, la limitation des mandats législatifs. Je m'en voudrais de ne pas le dire avant de quitter ici. Ça a été introduit dans la nouvelle constitution. Désormais, on ne peut pas faire plus de 3 mandats. C'est quelque chose de très positif. Deuxième chose, c'est juste un renforcement. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats à la tête du pays. C'est très bon. Lorsqu'on finit de dire ça, il faudrait que ces jeunes-là, eux-mêmes, prennent leurs responsabilités, aillent se faire former pour devenir des experts dans leur domaine afin de pouvoir s'exprimer. Et j'en finirai pour dire... Être jeune, ce n'est pas se mettre dans la rue, casser tout pour dire nous réclamons. Ce n'est pas ça, être jeune. C'est savoir défendre des convictions, savoir défendre son nom, sa personnalité et savoir mettre ses compétences au sommet, enfin au service de la nation. Et comme Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Merci, voilà. Merci à vous, Gilles Chris Tuidi, pour la disponibilité. Merci également à Nassis Hessou que nous avons pu avoir. C'était pas évident. Cher réalisateur, merci pour la complicité. Il s'appelle l'homme du jour. Hein. Vous ne devinez pas qui c'est. C'est notre chouchou de la maison. Il m'a dit de ne pas appeler son nom. Donc je le tais, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir été des nôtres chez Téléspectateurs. 100% bien pour le numéro du jour. On s'en arrête là, mais je vous compagnie pour une citation en addition à ce que vous avez suivi tout à l'heure parlant de Thomas Sankara. François Fanon, la célèbre citation. Chaque génération doit, dit-il, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. La jeunesse béninoise est donc appelée pour cette célébration à se saisir de sa mission, à l'accomplir. À très vite pour notre numéro de 100% Bénin. Au revoir.